Bonjour, je suis ravie et très honorée d'être avec Hoda Barakat, qui est l'une des écrivaines les plus appréciées dans le panorama international, pas seulement de la communauté littéraire et universitaire, mais surtout de la communauté des lecteurs. Bonjour Lucia, je suis très heureuse d'être avec vous et avec le Salon du Livre de Turin. Vous savez, je l'ai répété très souvent, l'Italie, c'est l'un des pays le plus cher à mon cœur. Pas uniquement à cause de sa belle nature, mais à cause surtout de la bonne réception de mes écrits et les amis que je me suis faits à partir de mon métier d'écrivain. Oui, et dans le courrier de nuit, c'est le premier roman qui ne se déroule pas au Liban et pendant la guerre civile. Tu as parfaitement raison. C'est le premier roman dont les événements se passent en dehors du Liban. Mais c'est comme si mes personnages dans les romans antérieurs ont quitté le Liban et ils sont partis errer dans un monde vaste qui ne veut pas les recevoir en fait. Mais si on ne connaît pas mes romans antécédents à Courrier de nuit, on va croire que ce que j'écris est coupé de ce monde. Or, pas du tout. Et vous avez dans le texte comme un fil conducteur qui ressemble beaucoup à mon monde, si tu veux, d'écrivain. Et ce sont, comme tu viens de dire, des gens qui se sont exilés avant même de partir de chez eux. C'est-à-dire un tout petit peu comme la stranière et que je suis. Ce sentiment d'être vraiment mis à part, exclu, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est-à-dire que ce sentiment, je l'avais au Liban avant de partir et pendant très longtemps. Sinon, je ne serais pas partie parce que je ne suis pas une exilée dans le sens politique, ni autre que politique d'ailleurs. Tout le monde me lit, m'accueille bien au Liban. Mais ce qui s'est passé au Liban m'a fait sentir que je n'appartiens plus à ce pays et que je n'appartiens à aucun autre. Si je suis partie pour la France, c'est pour la facilité de la langue, parce que mes études sont faites en français et c'était un handicap en moins. Et aussi parce que j'avais une sœur qui avait un studio et moi je suis venue avec 2 enfants, donc ce n'était pas un choix complètement délibéré, c'est un choix pratique de venir en France. Mais c'est au moment où je me suis fixée en France que j'ai continué à écrire d'autant plus sur le Liban. Comme si la France était une fenêtre par laquelle je regardais à une certaine distance qui est nécessaire pour moi à regarder le Liban et le monde arabe. Et c'était encore plus évident de l'écrire en arabe. Mais c'est-à-dire que des fois, on a des éléments de séduction, c'est-à-dire il y a des gens qui me demandent « Mais vous êtes bilingue, pourquoi vous n'écrivez pas en français ?» Comme si je n'avais pas une langue. Et après, maintenant, puisque je suis très traduite, comme tu dis, on a arrêté de me dire « Pourquoi tu écris en arabe ?» Puisque tu peux écrire en français, c'est-à-dire dans une certaine logique de vente. Parce que vous savez, si vous êtes écrivain francophone, vous avez des highways qui sont ouverts devant vous. Vous faites partie intégrante
de l'écriture francophone, du paysage de l'écriture francophone. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'a pas pesé, vraiment pas pesé sur mes choix d'écriture. C'est le seul moment où on est libre. Dans votre roman, le sujet de la communication est central. Et il y a des lettres qui sont écrites mais qui n'arrivent pas à ses destinataires. Elles sont lues mais par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme si vous suggérez qu'il y a une impossibilité de communiquer à travers ces lettres, à travers l'écriture. C'est quoi l'écriture dans ces romans? C'est un acte de communication ou d'aliénation? Non, c'est un acte manqué. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, je n'ai jamais écrit en ayant vraiment la foi que je transmets un message, que les gens qui vont me lire vont changer de vie, que la société va être impactée par mon écriture, ou que, vous savez, les gens, quand ils écrivent, ils sont seuls, et les lecteurs, quand ils lisent, ils sont seuls. Donc, c'est comme un dialogue de silencieux. Il n'y avait pas de message entre les lignes qu'il fallait entrevoir ou voir ou lire dans mes écrits. Mais tu as raison que cette impression d'impossible de communiquer, je l'avais bien avant Corona et dès que j'ai commencé à écrire déjà. Quand j'étais au Liban, parmi mes amis, parmi mes parents, je sentais que je ne pouvais plus communiquer en parole. C'est-à-dire que j'avais un sens critique très acerbe, très violent, très radical. Et je désespérais très vite de pouvoir vraiment m'entendre avec les gens. C'est pourquoi j'avais ce sentiment d'être une étrangère déjà avant de partir. Donc, ce sentiment-là ne dépend pas du lieu géographique. C'est même sans Corona, on est arrivé à un tel isolement dans un océan de communicabilité. Mais comment on communique avec qui et pourquoi? C'était des questions qui me perturbaient un peu, surtout au niveau de ce dernier roman. C'est-à-dire des gens qui écrivent des lettres tout en sachant que ces lettres ne vont pas arriver à destination puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de finalité à cette écriture. Comme quand tu me dis, est-ce qu'il y a une finalité à cette écriture? Peut-être quelque part, mais moi je ne sais pas. Ils sont coupés du monde parce que ces migrants sont coupés du monde. Ils ont payé peut-être le plus cher prix pour partir de chez eux. C'est-à-dire nous sommes devant, si tu veux, nous sommes devant des personnages qui parlent pour la première fois du non-amour pour le pays. C'est-à-dire que tous les écrivains chantent leur pays, l'amour, surtout quand on s'éloigne, on écrit avec nostalgie, comme si c'était le paradis perdu. Sauf ces migrants, c'est-à-dire ils veulent surtout partir. Il y a une telle détestation de ces pays dont ils sont orphelins, parce que ces pays ne donnent plus rien. C'est des pays pauvres, c'est des pays corrompus, c'est des pays qui sont comme une malédiction. Et donc, quand il faut partir, on prend tous les risques, même avec les petits-enfants, même sur des embarcations où on sait qu'il est très possible de mourir, de choir, de se noyer. Et quand même, on part.
c'est à se poser des questions. Et on part sans savoir où on va atterrir. C'est comme si vous allez bouleverser, contredire, déconstruire une série de narrations dominantes. Par exemple, la narration sur la domesticité et la maison, qui est perçue généralement comme l'espace sécure et l'espace de l'intimité. Dans cette maison, il n'y a personne n'est sécure. Il y a une petite fille qui est vendue par sa grand-mère. Il y a une femme qui est quelque chose d'horrible. Je ne vais pas dire quoi il arrive, mais quelque chose d'horrible arrive à cette femme. Donc, la maison, c'est un lieu de violence, de trahison, c'est un lieu de souffrance. Et les non-lieux, les aéroports, les chambres des hôtels, sont des espaces de réflexion là où votre personnage se retrouve. En solitude, et dans cet espace suspendu, ils sont sûrs et ils trouvent un moment pour réfléchir et pour penser à leur histoire. Donc l'intimité, c'est là où on n'expecterait pas de trouver l'intimité. Et Exactement. Tu sais, on se sent seul quand on n'a plus de maison, c'est-à-dire on n'a plus ce sentiment de sécurité chez soi, que ce soit à la maison ou dans le pays, qui est une grande maison. Je ne sais pas, j'ai l'impression que nous avons perdu ça. C'est-à-dire quand on vous parle de pollution, ne serait-ce que de pollution, vous ne savez pas si vous devez ouvrir les fenêtres ou les fermer. C'est-à-dire si il faut aérer l'intérieur de la maison ou bien s'il faut fermer pour ne pas avoir les petites particules nocives et noires dans votre tête. C'est notre époque qui génère toute cette angoisse et toute cette violence. Et cette violence, elle est intérieure. Je ne parle plus de guerre. Je ne parle plus de ce que l'humanité a connu dans toute son histoire. C'est-à-dire que comme j'ai traité avec la guerre civile, c'est quand la violence est internée, elle est avalée, elle rentre dans nous qu'elle est le plus insupportable, parce qu'on n'arrive plus à la gérer. Quand vous avez un ennemi, c'est bien, c'est clair, cette adversité ou bien ce sentiment de vulnérabilité ou de fragilité ou d'adversité, il va se canaliser vers l'extérieur. Mais maintenant, un homme qui rentre du bureau ou de son chantier pour battre sa femme, celle qu'il a choisi d'aimer, le seul être unique avec qui on va vivre ou faire des enfants, c'est qu'il y a un problème, pas seulement chez l'homme, comme disent les féministes. Il y a un gros problème dans cet extérieur qui n'est plus humain, qui n'est plus qu'on soit violent vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est-à-dire nos sociétés sont un peu malades, mais sans employer les gros mots qui sont maintenant à la mode parce qu'il y a le virus. Mais on avait un certain virus qui était rentré vraiment en nous, qui fait, comme tu dis, Lucia, d'apercevoir les espaces d'une manière très différente. C'est-à-dire la maison, elle était une maison. Maintenant, l'appartement est nulle part. Comme s'il n'y avait plus, comme je te dis, il y a plus de murs. C'est pourquoi un aéroport, c'est un non-lieu où on peut se fondre
dans une multitude d'humains qui ne nous connaissent pas et qui ne nous intéressent pas et qui ne vont même pas nous regarder, qu'on se sent le mieux. C'est-à-dire de vrais étrangers, de vrais isolés. Et c'est là où on a envie de peut-être d'écrire des lettres ou de juste regarder un mur blanc sans en avoir l'impression d'être offensé ou agressé. Et ça nous mène à un autre sujet de votre littérature, qui est la sexualité et la narration de la sexualité. Et différemment de la narration de la sexualité qu'on trouve dans la littérature féministe, et votre façon de narrer la sexualité est différente. Il n'y a pas une dialectique parmi répression et libération, mais il y a plutôt des corps que vous racontez comme des corps qui sont libres, mais en même temps, particulièrement les corps des femmes, mais en même temps, ce sont des corps qui vivent une sexualité perturbée. Et de quelle façon, dans ces romans, c'est comme des tableaux, les scènes de sexualité sont comme des tableaux surréalistes. Dans ces romans en particulier, les corps des femmes sont narrés à travers le regard des hommes. Oui. Et de notre côté, les hommes n'ont pas une vraie propre corporalité. Et ils n'ont quand même une vraie pulsion sexuelle. La sexualité des hommes dans ces romans est agie avec des autres fins qui sont matérielles. Et qu'est-ce que vous essayez de nous raconter à travers la sexualité dans ces romans? Dans ce roman, mais peut-être aussi dans tous mes autres romans. C'est-à-dire que je n'ai pas intégré dans ma tête et dans mes sentiments la véracité de la théorie féministe. C'est-à-dire que le rapport entre les hommes et les femmes est un rapport presque trop clair. Il y a des bourreaux et il y a des victimes. Mais jamais la relation entre bourreau et victime n'a été aussi complexe. Même quand elle a été traitée par la littérature ou par la religion ou par n'importe quelle approche de l'intellect humain. Pour moi, c'est très compliqué et c'est très riche. Il n'y a pas de frontières étanches entre le masculin et le féminin. Et j'ai toujours vécu cette dualité de l'être humain avec bonheur. C'est-à-dire de dire que déjà dans l'écriture, il n'y a pas cette frontière. C'est-à-dire, je ne crois pas que si j'étais par exemple un écrivain noir, je dois écrire que sur des noirs pour dire combien les noirs sont victimes des blancs. On ne demande pas non plus à... C'est-à-dire, je ne crois pas que parce que je suis écrivain femme, que je dois adhérer à ces croyances. C'est-à-dire, la sexualité, c'est tout ce qu'il y a de plus profond dans notre âme, pas corps, dans notre âme. C'est aussi profond que les croyances religieuses et encore plus profond parce que ça vient immédiatement physiquement du corps. Donc, je ne peux pas théoriser sur le langage des corps. Cette dualité c'est-à-dire que j'ai des femmes qui, par exemple, dans Malati d'Amore, c'est un homme qui raconte une histoire d'amour. Il est fou, c'est un violent, c'est un machiste, c'est un être horrible qui parle et on n'entend jamais la voix de la femme.
Mais en continuant la lecture, on voit que l'absence de cette femme est beaucoup plus forte que cet homme malheureux, que cet homme qui est complètement englouti par la violence qui l'entoure, par la violence du monde extérieur. C'est-à-dire qu'il l'absorbe et qu'il le réédite, on va dire, le réexpulse comme il peut. Mais en même temps, quand par exemple parce que ce deuxième roman a eu beaucoup de succès, et il y en a qui par exemple me posaient la question de savoir si finalement cet homme a tué la femme qu'il aime ou pas. Et je disais, je ne sais pas, et je ne peux pas répondre à cette question. Mais on m'a aussi demandé d'écrire la fin de ce roman en utilisant la voix de la femme. C'est-à-dire, ils l'ont sentie tellement présente dans son absence qu'on m'a demandé d'essayer qu'elle raconte sa version de l'histoire. Mais je n'ai pas pu le faire. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu parce que l'histoire que j'allais raconter par la voix de cette femme était beaucoup trop violente. Je n'ai jamais cru que les femmes n'étaient pas violentes, par exemple. Et j'ai appris beaucoup pendant les périodes très violentes de la guerre civile. Donc, merci Hoda Barakat pour avoir été avec nous. Et le roman Il Corriere di Notte est publié en Italie par La Nave di Teseo. Et on vous attend, vos lecteurs vous attendent en personne pour discuter le livre avec eux. Et vous avez beaucoup de lecteurs en Italie, donc on vous attend bientôt. Merci beaucoup. Je voulais juste saluer ma maison d'édition actuelle, que je trouve vraiment une maison magnifique et très perspicace. Et je remercie aussi Turin. Je te remercie à toi et je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.